en guerre. Donc il va y avoir, pour commencer, 4 interventions. On attend Gilles Ozer pour la 4e. Chacune de ces interventions durera à peu près 20 minutes. Voilà. Ce qui fait que les intervenants ne pourront pas dire tout ce qu'ils ont à dire. Et ça sera dans une deuxième partie. Il y aura donc un débat après ces interventions. Et on commence tout de suite par l'intervention de Pierre Boilet, historien et directeur du Sénat. Alors, j'ai classé un peu les choses un peu géographiquement. Donc, je vais parler un petit peu de l'Afrique d'abord, et puis après de la France, et voir ensuite quelles sont les interrogations qui se posent justement pour le règlement de cette crise multiple. Alors, je commencerai évidemment par Bamako, les zones sous contrôle malien. Et là, je crois qu'on peut repérer un certain nombre de choses qui posent question et qui peuvent nous interroger. D'abord, dans ces zones, la haine évidemment du salafisme violent tel qu'il s'est appliqué à Gao, Tombouctou et dans plusieurs localités. Et donc ça a évidemment des répercussions, mais éventuellement d'ailleurs la question a été posée déjà sur même la perception par les Maliens de l'islam, et donc ça il en parlera mieux que moi je pense, Gilles Ozer. Aussi, évidemment, je crois qu'on peut observer tous une grande haine du MNLA, du Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, qui est accusé de tous les maux et même d'avoir ouvert la porte à l'ensemble de la crise. On peut observer aussi des amalgames qui m'apparaissent assez pernicieux entre justement ce MNLA, mais aussi ACMI, le Moujao, Ansardine, le MIA. Tout ça est mis un peu ensemble. La feuille de route que vous avez vue, je crois que ce n'était pas la dernière à un moment donné, mais commence par justement la liste de ces mouvements et parle de mouvements terroristes. Bon, moi je trouve que là il y a en tout cas des précisions et de la complexité à amener dans tout ça, parce que sinon on risque de ne pas avancer beaucoup. Et puis donc un amalgame évidemment, groupe armé, population Maure et Touareg, qui commence à faire quelques dégâts. Donc il y a là aussi un problème de faciès. Ces dégâts sont visibles, y compris dans la presse, car vous le savez peut-être, ce côté très remonté des gens de Bamako et de la région, et des zones sous contrôle, ont occasionné des articles de presse. Il y en a déjà au moins 2 ou 3, en tout cas j'en ai eu un vraiment sous la main, et je trouve ça assez terrible, puisqu'on voit la liste des gens du comité transitoire de l'État de l'Azawad, qui était facile à récupérer, puisque se trouve sur le web ou partout, et on dit que ces gens doivent être récupérés, morts ou vifs, qu'il faut les éliminer, et évidemment, donc ça c'est pas excellent. Dans ces problèmes-là, évidemment, on a tous connu aussi un certain nombre d'exactions qui ont existé, donc soit contre des civils par l'armée malienne, mais aussi par d'autres civils, des présumés salafistes, peut-être qu'ils l'étaient d'ailleurs, mais en tout cas exécutés sans procès ou tabassés, et puis même avec des débordements plus ou moins graves. Un de ceux qui n'était pas très grave mais qui était spectaculaire, c'est ce vieux monsieur qui a été pris pour un salafiste à cause de sa barbe et qui a été tabassé complètement et qui maintenant a coupé une bonne partie de sa barbe d'ailleurs. Évidemment, si les poils posent problème, c'est bon. Et puis, autre problème encore, le fait que l'armée malienne soit quasi dans les faits interdite à Kidal, ce qui occasionne évidemment de la colère au sud. Il y a des articles de presse aussi qui ont parlé de trahison de la France déjà, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est perçu très différemment évidemment par les populations de la région de Kidal, qui elles sont plutôt soulagées. Bon.
Et puis, évidemment, ce que l'on observe, c'est le pouvoir politique faible. Diokounda Traoré assez isolé finalement, et notamment sur des possibles négociations. C'est le seul qui a évoqué cela, mais on le sent pas, évidemment pas très suivi. Et puis, on peut encore parler donc de cette classe politique relativement inaudible et qui continue à se déchirer à Bamako sans proposer réellement de grandes solutions. Donc, un tableau relativement sombre, auquel on pourrait rajouter celui de l'armée malienne. Le capitaine Sanogo est toujours présent. Il semble un peu plus calme depuis l'arrivée des Français, mais on se pose la question de savoir comment s'en débarrasser. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui même, donc le camp de Koroni à Bamako, qui est occupé par les bérets rouges, a été attaqué militairement par les bérets verts. Et là, je dois dire que c'est un peu désespérant quand même, parce qu'on se demande comment le capitaine Sanogo voit les choses. En tout cas, manifestement, il n'a pas les yeux tournés vers le nord et vers la conquête du territoire, parce que pour, en plein Bamako, s'attaquer à des bérets rouges qui ont été loyalistes, bon, peut-être qu'on peut tous avoir un certain nombre de critiques contre ATT, sa politique, son laxisme, on pourra toujours en reparler, mais néanmoins, il était chef d'État, et néanmoins, donc, quand il a été attaqué dans son palais présidentiel, il y a eu le corps des bérets rouges qui l'ont protégé, voire exfiltré de la résidence. Ces gens ont ensuite été extrêmement persécutés, arrêtés, tués, torturés, enfermés. Il y avait un petit embellie ces derniers temps, puisque un certain nombre d'entre eux avaient été libérés. Mais là, on voit que, brutalement, donc, parce qu'on les accusait aussi de sanctions disciplinaires, donc je ne sais pas quelles étaient ces sanctions disciplinaires, mais je pense qu'elles devaient être dues simplement au fait qu'ils étaient loyalistes, c'est quand même assez grave. Donc se retrouvent non seulement cantonnés, voire quasiment emprisonnés dans un camp, mais même attaqués par toute une autre partie de l'armée, celle qui est fidèle au capitaine Sanogo, donc les bérets verts. Avec au milieu donc une grande masse de cette armée dont on peut supposer qu'elle ne sait pas très bien, on va parler de tous les autres pays, mais bien sûr le Niger, là ça pose aussi un problème. Vous avez vu donc, le président Issoufou prendre des positions très avancées contre les négociations, contre le MNLA, etc. Puis vous avez peut-être vu aussi qu'il y a eu immédiatement des réactions des Touaregs de l'Aïr, disant que bon, si on commençait à ne pas discuter ou à avoir des discours comme ça, les choses pourraient aller mal aussi au Niger. Bon, c'est peut-être une menace en l'air, mais en même temps, on en discutait notamment hier avec Camille Lefebvre, que vous connaissez bien, je suppose, qui connaît bien le Niger aussi, et qui me disait que la tension était très palpable dans cette partie du Niger. Donc là aussi, est-ce qu'on risque quelque chose de ce côté-là ou pas? En tout cas, on peut se poser la question. Alors, il y a aussi la France dans tout ça. En France, ce que j'observe, moi, c'est que l'opinion, effectivement, approuve toujours l'intervention, apparemment. Mais dans les discussions que je peux avoir avec les uns et les autres, globalement, ils ne comprennent rien. Et mélange un peu tout. Donc, pour le moment, tout va bien. Il y a eu un seul mort. Il a été donc honoré par la République française. Mais qu'est-ce qu'il va en être de ce soutien quand les choses risquent de mal tourner? Bon, on verra. La presse, je suis désolé pour les journalistes qui sont là et qui ont la gentillesse de m'inviter assez fréquemment en ce moment, malgré tout est assez versatile. Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui on parle que de la Tunisie, et puis voilà, on a... C'est intéressant parce que je peux faire les courbes des invitations en fonction des événements. Et voilà, donc Hollande à Tombouctou, ou l'arrivée bien sûr des Français au Mali, etc. Ça a été des moments intenses de couverture médiatique. Mais dès que c'est fini, finalement on passe à autre chose, alors que les problèmes continuent largement. Et entre-temps, on a peut-être fait des analyses, mais elles sont quand même assez fréquemment rapides, et je ne suis pas sûr qu'elles soient suffisamment peut-être pédagogiques pour le grand public.
Mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive, on connaît bien ça. J'avais eu aussi à d'autres occasions donc ce même type d'expérience, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, de ces deux otages qui avaient été pris à Niamey, hein, et qui avaient été, dans le convoi des ravisseurs, avaient été rattrapés par l'armée française notamment, avec des hélicoptères, et où les deux otages étaient morts. Ça a failli faire une très grosse histoire en France. Mais il y a eu la révolution tunisienne, donc on n'en a plus du tout parlé, et je ne sais même pas si les gens s'en rappellent encore. Bon, donc là, moi aussi, ça me pose un petit problème parce qu'on a quand même du mal à faire passer un certain nombre de choses. Et à ça s'ajoutent donc des débats plus ou moins radicaux, en France aussi, avec une certaine radicalité quand même de la communauté malienne de France, qui fait que dès que on dit qu'il y a un problème, qu'il va falloir peut-être y réfléchir, discuter entre les gens, eh bien, on est immédiatement un MNLA, et avec une Kalachnikov, mais on ne sait pas où. Moi, je ne sais pas où je l'ai planqué, mais en tout cas, je ne l'ai pas. Bon. Les pouvoirs publics français, je suis désolé pour ceux qui sont présents dans la salle, sont au niveau politique quand même parfois hésitants. Bon. L'armée m'apparaît très pragmatique et tout le monde est évidemment à la recherche d'une solution dans cette affaire et d'une solution, si possible, négociée. Mais faire revenir le Mali au nord, comment que faire de ce MNLA qui reste présent et qui reste finalement assez important dans une région? Bon, voilà, tout un tas de questions. Alors, vraiment, je n'ai pas de réponse à tout ça. La première chose quand même que je peux peut-être dire, c'est qu'il faudrait pour le moins affiner les catégories spatiales. Parler du nord et du sud, ça ne suffit plus. Hein, bon, évidemment, on a vu des cartes pendant des mois où la ligne virtuelle passait plus ou moins par Mopti, mais donc de fait, il y a quand même, il faut le reconnaître, des nords et des suds. Hein. Quand l'armée malienne s'attaque à elle-même, je pense qu'il y a des suds. Et puis, quand au nord, je suis dans un débat, ou nous sommes dans des débats avec telle personne de Gao qui dit « mais vous n'y comprenez rien, moi je suis du nord », mais oui, bien sûr, mais quel nord, hein? Donc je pense qu'il y a un sud du nord, et puis il y a un nord et un nord-est du nord, et puis il y a un nord et un nord-ouest du nord aussi, et que ce ne sont pas les mêmes problèmes obligatoirement, ce ne sont pas en tout cas les mêmes régions, les mêmes gens, et les mêmes réactions donc à cet ensemble de crises. Donc je pourrais conclure, vous voyez que je ne suis pas très positif, hein, je ne fais que poser des questions, mais comment régler ce problème? Bon, puisque c'est ça qui évidemment agite tout le monde. Comment faire baisser la tension entre des gens qui se radicalisent de façon parfois très effrayante, hein, bon. Comment faire comprendre les différences, comment contrer les amalgames en France, au Mali, partout. Comment faire que les gens discutent entre eux, quelle concertation, avec qui, négocier quoi, un statut juridique pour tout le Nord, pour tout le Mali, des autonomies régionales pour tout le Nord, pour tout le Mali, pour la région de Kidal. Bref, on ne sait pas très bien. Qui sera à la table de négociation? Bon, certainement pas AQMI et le Moujao, hein. Peut-être pas le MIA non plus, mais quels notables, quels élus, le MNLA, bref, tout ça, je pense qu'il faudrait aussi y penser, le penser même, et qu'on est loin encore d'arriver à savoir comment on va faire, puisque de toute façon, il y a des oppositions, même à simple discussion actuellement. Et puis, pour finir, quelles élections, hein, quelles élections? Alors, on parle du 11 juillet. Bon, je pense que pour un certain nombre d'entre nous, ça paraît très court, cette affaire, d'autant plus qu'on parle d'un fichier biométrique. Bon. Donc, même en temps de paix, c'est pas forcément facile d'établir simplement un état civil, un fichier normal pour un fichier électoral, mais alors s'il doit être biométrique, là,
ça va quand même prendre un peu de temps. Ensuite, donc, même si on arrive à le faire, où est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que le 31 juillet, les gens de Thessalite pourront aussi bien voter que les gens de Caille et inversement? Bon, tout ça pose évidemment des problèmes. Faut-il faire les élections avant la fin des événements ou le faire tout de suite pour qu'il y ait un pouvoir légitime qui puisse négocier justement? Eh bien, là aussi, on se pose des questions.